Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de cette édition du vendredi 17 juillet. En passionné de cyclisme, le Prince Albert II s'est rendu dans le Jura où la ville de Dole a accueilli aujourd'hui le départ de la 13e étape du Tour de France. Cette étape va emmener les coureurs à Belfort où la famille Grimaldi a des attaches. Nous rejoindrons nos envoyés spéciaux. L'E1 Series, championnat du monde de bateaux de course électrique, revient à Monaco. Une de nos équipes a assisté aux qualifications avant la grande course de demain. À Budapest, en Hongrie, la pression monte pour les moins de 18 ans de la Fédération monégasque de rugby qui remettront en jeu demain leur titre de champion d'Europe de rugby à 7. Là encore, nos envoyés spéciaux sont sur place, nous serons en duplex avec eux. Il réunit en un seul lieu toutes les générations. L'espace Lamartine a rouvert ses portes. Après presque 2 ans de fermeture suite à un dégât des eaux, vous découvrirez les transformations opérées dans un reportage à suivre. Et puis son univers pop a conquis de très nombreux jeunes de la Principauté. La chanteuse Stilto était en concert hier au Fort Antoine. Elle est l'invitée de ce 19h. Dans un peu plus d'un mois, la Principauté accueillera le départ de la Vuelta. Le coup d'envoi du Tour d'Espagne sera donné samedi 22 août avec un contre-la-montre individuel dans les rues de Monaco. Le souverain, en véritable passionné de cyclisme, s'est rendu aujourd'hui sur les routes du Tour de France pour l'étape la plus longue de cette édition entre Dole et Belfort, l'un des fiefs Grimaldi. On retrouve sur place nos envoyés spéciaux Christophe Paco et Hugo Comaza. Tradition respectée, la visite annuelle du Prince souverain sur les routes du Tour de France, qu'il connaît presque par cœur désormais. Rendez-vous avec Christian Prudhomme, avec la caravane du Tour et le village départ, et ce plaisir de retrouver la magie du Tour de France. Ça fait plus de 30 ans que je suis des étapes du Tour, et c'est toujours la même belle ambiance, la même passion que je vois tout autour. C'est incroyable ce que cette compétition génère comme public de passionnés, comme personnes qui aiment le vélo, mais qui aiment admirer ces champions. Et c'est une façon aussi de découvrir la France, de découvrir l'histoire, le patrimoine, la culture. C'est vraiment une expérience complète, je dirais. C'est une belle tradition. Et le regard du Prince Albert II sur la domination, pour l'instant sans partage, de Tadej Pogačar, le maillot jaune. J'ai lu dans certains organes de presse que Tadej Pogačar a tué le Tour de France. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais il domine de façon très nette. Mais bon, tout peut arriver aussi. On n'est pas encore à la fin du Tour, donc, mais bon, il a un talent extraordinaire, il a des capacités physiques absolument hors du commun, et donc c'est pas étonnant de le retrouver à la première place. Et l'occasion est belle, en cette 13e étape, de visiter un des fiefs Grimaldi. C'est grâce au mariage de Louise Félicité de Montmazarin, qui était une nièce du cardinal de Mazarin. Belfort appartenait à la famille Mazarin, qui a épousé en 1777 le futur prince Honoré IV de Monaco. Donc à partir de ce moment-là, jusqu'à la Révolution française, nous avions en charge la gestion de ces territoires, et de ce territoire en particulier. Donc voilà, il y a ces liens qui ont perduré à travers de différentes manifestations, et puis depuis quelques années, donc avec cette association. Donc en allant vers Belfort, nous allons devancer le peloton à 14 km de l'arrivée pour dévoiler la plaque d'une petite ville qui s'appelle Giromagny, qui fait partie de l'association des sites historiques également, puisqu'elle fait partie du territoire. Et donc il y aura une petite cérémonie de dévoilement de plaque. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'il faut qu'on puisse être à l'arrivée aussi. Voilà. L'ambiance du Tour de France, inégalable ou presque, et bientôt, dans moins d'un mois maintenant, le départ de la Vuelta à Monaco, sur le rocher de Monaco, sur le port, dans les rues de Monaco. Ce sera un régal, on en salive déjà. Ça va être une très très belle épreuve. Non seulement le départ au pied du palais, ça sera l'étape numéro 2, c'est-à-dire Monaco-Manosque, mais on aura un très beau contre-la-montre aussi le 22 août dans les rues de Monaco. Contre-la-montre un peu court pour certains spécialistes, parce qu'il fait moins de 10 km, mais ce sera un parcours assez
assez diversifié et assez, je pense, intéressant. Et donc, on est très heureux d'accueillir le grand départ de la Vuelta. Et donc, on sera la seule ville-État, si vous voulez, qui aura accueilli le grand départ des 3 principaux tours, le Giro en 1968, le Tour de France en 2009 et bien sûr la Vuelta en 2026. Tadej Pogačar a dit qu'il serait au départ, donc on va voir, mais bien sûr on a d'autres résidents de la principauté qui sont de très très grands coureurs aussi, donc on sera bien représenté sur la Vuelta aussi. On espère que notre national, Victor Langelotti, sera aussi au départ. Je pense qu'on pourra parler de Monaco aussi d'un point de vue sportif, et donc ça sera formidable. La caravane du Tour de France, oui, tout son protocole bien sûr, et nos 3 véhicules qui représentent la principauté de Monaco pour vous donner rendez-vous le 22 août prochain pour le grand départ dans les rues de la principauté. En Suisse, l'aventure s'arrête pour Valentin Vachereau aux portes des demi-finales. Le Monégasque a été battu aujourd'hui par le Belge Raphaël Collignon au tournoi de tennis ATP 250 de Gstaad. Un match de 2h11 joué en 3-7, 7-6, 4-6, 7-5. Championnat du monde de bateaux de course 100% électrique. L'E1 Series est de retour à Monaco. Aujourd'hui avaient lieu les essais libres et les qualifications de l'étape monégasque. Un moment déterminant pour les 10 équipes engagées avant la grande course demain. Le résumé de Gaëtan Lebrun sur les images de Calmi Caloni. La team Monaco a dominé cette journée de qualification et réalise son meilleur résultat en carrière avec cette première place obtenue dans le dernier tour de la dernière séance de qualification. Monaco devance la team Blue Rising et la team Didier Drogba venue compléter le podium. C'est ça, c'était vraiment une journée avec des hauts et des bas comme j'avais dit et c'était prédit. On a 2 runs à chaque fois à faire pour aller devant. Le premier run, on a essayé de pousser trop fort à chaque fois et c'était vraiment pas top. Et le deuxième run, on a fait vraiment plus attention, on a fait voler le bateau un peu mieux et au final ça s'est super bien passé. On a fait que des premières places jusqu'à la finale. Du coup, on est vraiment content et notre première qualification en première place, c'est juste génial. Déjà, ça nous donne 3 places supplémentaires au championnat et après, ça nous donne la bonne ligne pour partir demain. Ce qui est vraiment important ici, parce que je pense que le parcours est très serré. Du coup, avoir une bonne ligne, c'est vraiment crucial aussi. La team Monaco doit cette victoire aussi à ses ingénieurs qui ont déjà remporté le Monaco Energy Bot Challenge en 2024 et ont su apporter tout leur savoir cette année à la team Monaco. Place maintenant à la course demain où Maxime Nochet et Oban Duncan auront l'occasion de remporter leur premier titre, qui plus est à domicile. Direction la Hongrie à présent, où les moins de 18 ans de la Fédération monégasque de rugby se sont envolés aujourd'hui pour la capitale. Ils prendront part demain au championnat d'Europe de rugby à 7. Rejoignons sur place Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Émilie, les monégasques se présentent à Budapest avec de grandes ambitions. Oui, parce qu'ils arrivent avec un titre de champion d'Europe à défendre. L'an dernier, les U18 de Monaco avaient été sacrés ici même à Budapest, une médaille d'or qui leur a donné accès à la 2e division européenne. Après une escale à Vienne et quelques exercices de mobilité, les monégasques sont arrivés à Budapest en fin d'après-midi. Ils ont pris leur marque dans leur hôtel avant de réaliser un dernier entraînement pour aborder au mieux la compétition et les 3 matchs qui les attendent demain. Je vous propose d'écouter Thierry Dantès, vice-président de la Fédération monégasque de rugby. Les enjeux ils sont assez simples, c'est-à-dire qu'on est monté l'année dernière. Notre objectif, ça va être de confirmer qu'on a bien notre place dans cette division et aller chercher un petit peu plus, c'est-à-dire une demi-finale de Cup. 3 matchs sont au programme de cette première journée face au Luxembourg, à la Suède et à la Croatie. À quel type de rencontre vous vous attendez ? Alors c'est toujours très difficile avec les U18 parce que selon les années et selon les joueurs qui montent dans la catégorie, il peut y avoir des équipes qui ont un creux ou au contraire des équipes qui ont une super génération. Donc c'est difficile à anticiper. On sait qu'on va avoir des gros gabarits en face de nous. Ça c'est notre habitude. Cette année, nous aussi, on a quelques gabarits qui peuvent rivaliser au niveau physique contre nos adversaires. Justement, dans quel état de forme est l'équipe de Monaco ? Alors ils ont performé avec les clubs, puisqu'on a Jazz qui a été champion de France avec Montpellier, les U19 de Monaco qui ont également performé. Donc on espère qu'on va bénéficier de l'expérience acquise en club lors de ce championnat d'Europe.
Et les U18 pourront s'inspirer de la dernière performance historique de leurs aînés qui ont fini 4e du championnat d'Europe fin juin. Ils ont d'ailleurs partagé un entraînement avec eux juste avant de partir pour la Hongrie. À la Fédération monégasque de rugby, les générations se rencontrent et les échanges se partagent. Vous l'avez entendu, 3 matchs sont au programme demain face au Luxembourg, à la Suède et à la Croatie. Nous reviendrons bien évidemment sur ces rencontres demain. Retour chez nous. Après quasiment 2 ans de fermeture suite à un dégât des eaux, l'espace Lamartine a rouvert ses portes hier. Le maire et quelques-uns de ses adjoints étaient présents pour découvrir le travail réalisé dans ce lieu culturel intergénérationnel, ainsi que notre équipe composée de Fabien Bonilla et Marie-Ève B. Je suis contente. Je suis contente. Elle a piqué les lunettes à Michel Polnareff. Tu vas le dire à Monaco Info. C'est dans une ambiance conviviale qu'a eu lieu la réouverture de l'espace Lamartine, situé au 19 boulevard Princesse Charlotte, malgré les tensions naissantes dues aux prochaines élections communales. Mais revenons au sujet qui nous concerne. 3 journées portes ouvertes sont prévues de ce jeudi à samedi au sein de l'espace Lamartine. Ce centre communal polyvalent était fermé depuis 1 an et demi environ à cause d'un dégât des eaux. Le maire, les adjoints et des adhérents se sont retrouvés ce jeudi en début d'après-midi pour célébrer cet événement. C'était un lieu de rencontre pour toutes les générations à partir de l'âge de 18 ans. Donc c'est l'idée de pouvoir proposer toutes sortes d'activités, des activités sportives, artistiques, manuelles, des voyages tout au long de l'année et surtout un point de rencontre. En fait, pendant le temps de fermeture de ce bâtiment, ce qui a manqué, c'était le fait de pouvoir être dans un lieu et de se retrouver quelque part. On a maintenu les activités grâce à différents services de la mairie qui nous ont accueillis sur différents sites, mais ce n'était pas la même chose. La finalité, c'était quand même ce lieu où on pouvait venir boire un café, boire quelque chose l'après-midi, rencontrer du monde et participer à différents ateliers. Donc ça, c'était le concept de départ et il est toujours identique. Avant la fermeture, 500 personnes avaient pris un abonnement afin de bénéficier des multitudes d'activités regroupées dans ce bâtiment de plus de 1000 mètres carrés sur 4 niveaux. Que ce soit des activités sportives, culturelles, créatives ou artistiques. C'est une grande joie et puis une longue attente. Mais avec impatience, je suis tellement heureuse de refaire les activités dans le même local. Moi, je suis très contente parce que ça m'évite de me déplacer dans tout Monaco parce que j'habite juste là derrière. Donc, je viens à pied. Et ça me fait gagner du temps. Et puis après, voilà, de retrouver tout le monde, toutes mes copines, partager des bons moments ensemble et voilà, dans la joie et la bonne humeur. Ce lieu intergénérationnel de rencontres, de loisirs et de partage au cœur de la principauté est destiné aux monégasques résidents, employés de la mairie ou étudiants scolarisés en principauté et âgés de plus de 18 ans. Les inscriptions sont ouvertes, voici les modalités. Vous présentez directement sur site, où il s'agit juste de remplir un formulaire, quelques pièces justificatives, comme toujours, mais bon, le dossier n'est pas très lourd à constituer, et payer une adhésion, qui est une adhésion annuelle, mais qui peut aussi être une adhésion mensuelle pour avoir un mois d'essai. L'adhésion, c'est 200 € par an pour tout le public, avec un tarif préférentiel pour les étudiants, les plus de 60 ans et le personnel municipal. En plus des nombreuses activités proposées, des aides administratives et informatiques sont régulièrement mises en place. Et parmi les nouveautés, il y aura également des ateliers de langue ainsi que des séances de sophrologie. Pour découvrir ou redécouvrir ce lieu, l'espace Lamartine organise une 2e journée portes ouvertes demain, ouverte à tous, même aux non-adhérents. Elle cumule près de 2 millions d'abonnés et elle s'est fait connaître grâce à des titres comme Trop bonne ou Dans la moyenne. Stilto était en concert hier au théâtre du Fort Antoine, invité par la direction des affaires culturelles qui, avec cet événement, lançait sa nouvelle programmation culturelle Kaleido, dédiée aux jeunes de moins de 30 ans. La chanteuse est avec nous. Bonsoir Stilto. Bonsoir. Merci d'être avec nous à l'occasion de votre venue en principauté. C'était votre première fois ou vous connaissiez déjà un petit peu Monaco ? C'était ma première fois à Monaco et je compte revenir, j'ai adoré.
Ah bah c'est super, on est ravis aujourd'hui. Vous remplissez des salles comme l'Olympia ou le Zénith, mais pour vous tout a commencé sur YouTube. Vous avez lancé votre chaîne en 2013 et vous ne postiez pas des vidéos de chant, mais plutôt des vidéos de votre vie d'adolescente à Lyon. Oui, totalement. J'aimais bien raconter ma vie pendant mes études. J'ai commencé à 16 ans et j'ai continué à documenter tout mon quotidien jusqu'à la fin de mes études de communication. Et puis maintenant, je continue en tant que chanteuse. Ça me fait des souvenirs. Et pourtant, à cette époque-là, vous chantiez déjà, vous chantez depuis toute petite ? Je chante depuis toute petite, mais je le montrais pas forcément. Je me cachais un peu. J'osais pas trop. J'étais une enfant très timide. Et maintenant, je suis encore timide, mais j'arrive à chanter devant des gens. Ça se voit moins. Et vous vous êtes fait connaître en chant avec des reprises, finalement. Celle de Mourir sur scène de Dalida, puis de Gaffe aux autres. Et c'est naturellement que vous avez sorti ensuite un album de reprises. Oui, exactement. Je trouvais ça intéressant de finir ce premier chapitre de reprise avec un album pour finir ça proprement. Et puis après, arriver avec mes premiers titres à moi. Voilà, l'album Carrousel. Désormais, vous composez vos propres chansons et vous n'hésitez pas à sortir votre plume pour parler de votre génération et aussi déconstruire les stéréotypes féminins notamment. Oui, mais c'est vrai que je parle de ce que je connais, je parle de ce que je ressens aussi, donc forcément, j'imagine que ça parle surtout en premier à ma génération. Mais en vrai, maintenant, en concert, je vois un peu tous les âges. Il y a des enfants, il y a des personnes plus âgées, je reçois des messages de tout le monde après. Donc c'est chouette de voir que la musique, ça peut réunir tout le monde aussi. Voilà, à Monaco, vous étiez face à un public de jeunes. Totalement, tous les jeunes de Monaco, c'était super. Aujourd'hui, vous collaborez également avec de grands noms de la chanson, Louane, Grand Corps Malade et la surprise dernièrement, Mika, avec qui votre style se marie plutôt bien, plutôt très bien même. Merci beaucoup. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de propositions de duos ces derniers temps et moi j'adore les duos, c'est que les artistes que j'adore, donc évidemment j'accepte, je saisis ma chance et je profite. Est-ce qu'il y a de futures collaborations en préparation ? Alors là tout de suite, je crois que c'est pas prévu. Franchement, j'ai tapé fort là, dernièrement avec Grand Corps Malade et Mika, donc je vais profiter de tout ça et puis on verra pour la suite. Vous avez été sacrée révélation féminine aux victoires de la musique en 2025. Ce qui explique aussi ce succès, c'est sans doute votre touche d'humour et d'autodérision. Et merci, qu'est-ce que je dois répondre à ça? Merci beaucoup. Moi j'essaie d'amener ma touche et de rester la plus authentique possible. En tout cas j'essaie, malgré ce quotidien un peu fou parfois, et je crois que c'est aussi en effet ce qui fait que le projet plaît, c'est que les gens trouvent ça parfois un peu décalé et je pense que ça fait du bien, surtout en ce moment. Et pour revenir sur votre actualité, vous avez beaucoup de projets. Parmi eux, vous avez rejoint la famille The Voice Kids. Oui, The Voice Kids, je suis trop heureuse, j'ai trop hâte que ce soit diffusé. J'ai eu la chance d'être un peu comme la grande sœur des enfants, donc en fait, je voyais les enfants juste avant qu'ils fassent qu'ils passent l'audition à l'aveugle. Et le but, c'était vraiment de récupérer leur stress en leur faisant croire que moi, je suis quelqu'un de pas stressé, alors que je suis extrêmement stressée au quotidien. Pour une grande timide, quel conseil vous leur donnez ? J'ai menti aux enfants, j'ai fait semblant d'être quelqu'un de super à l'aise et je leur donnais des conseils. Et c'était super chouette comme expérience. Ils me manquent déjà. J'ai hâte de les revoir. J'espère les recroiser. En tout cas, je pense, parce qu'ils sont tous très talentueux et je pense que ça va être super. J'ai hâte de la diffusion. Merci beaucoup, Stito, pour cet échange sur Monaco Info. Merci beaucoup. Et parmi le jeune public, il y avait certainement des élèves fraîchement diplômés du brevet. Il s'agit du premier examen officiel de la scolarité et certains l'ont réussi haut la main. Les mentions très bien étaient reçues au collège Charles III hier. Alexandre Olivier et Camille Caloni. Plus de 16 sur 20 au brevet, c'est la condition pour obtenir la mention très bien. Si on écoute les élèves présents à la cérémonie de ce soir, cela semble avoir été une formalité. Très bien, j'étais avec mes amis. Les contrôles, les sessions révisées étaient faciles. Et les sujets qui étaient abordés en classe étaient assez intéressants. Donc très bien, je dirais. C'est vrai que ça demande toujours beaucoup d'efforts. Mais après, en classe, on a beaucoup travaillé. Ensuite, les professeurs nous ont très bien préparés. Un grand merci au collège aussi, à la direction et tout ça. Et donc au final, oui, ça devrait aller. C'est super facile, franchement, je suis un peu outrée de la facilité. Surtout que toute l'année, ils nous ont vanté ça comme quelque chose de compliqué. On a dû beaucoup réviser, mais au final, c'était super facile. C'est les vacances pour les élèves de 3e. Pourtant, ils se retrouvent devant leur collège en ce 16 juillet. Le collège Charles III reçoit ses élèves et ceux de l'institution François d'Assise Nicolas Barré, ayant obtenu la mention la plus prestigieuse, pour une remise de prix. Sévéric Bertrand, principal du collège, a souhaité aussi saluer tous ceux qui ont réussi leur brevet. Je suis très fier de mes élèves parce que cette année encore, ils ont réussi à avoir de très bons résultats.
On a des élèves qui ont particulièrement bien réussi, on le voit ce soir avec le nombre de mentions très bien qui sont arrivées, plus de 85 pour le collège Charles III. Mais je pense aussi à tous ceux qui ont eu des mentions moins prestigieuses, voire pas de mention du tout, mais qui ont obtenu leur brevet à force de travail, à force d'investissement. Et c'est ceux-là aussi que je voudrais féliciter ce soir. Pas uniquement ceux qui ont d'excellents résultats, mais tous ceux qui ont travaillé et qui ont réussi cette année. La cérémonie officialise la fin d'un cycle, mais ce n'est qu'une première étape pour ces adolescents. Marie-Alix Provence, adjointe de l'établissement FANB, confirme que les élèves ont été préparés pour leurs futures années d'études. On a énormément travaillé sur leur orientation et bien sûr sur le brevet et les épreuves finales du brevet, mais toute l'impulsion qu'il y a eu pour leur travail sur l'orientation a permis de faire un contrôle continu qui était extraordinaire et qui leur a permis d'avoir ces excellents résultats. Ils sont prêts, ils ont encore des notions à acquérir, mais ils ont les méthodes de travail et ils sont impatients de devenir des lycéens. On leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Place à un peu de repos désormais pour tous ces futurs lycéens, avant de commencer un nouveau cycle de 3 ans avec un objectif en ligne de mire, le baccalauréat. Des vacances bien méritées. Ce n'est peut-être pas la période pour parler de crèches et de santons. Ils sont sans doute rangés quelque part dans vos caves en attendant l'hiver. Et pourtant, c'est d'actualité. Des santons en cire de la cathédrale de Monaco viennent d'être restaurés par des spécialistes. Reportage de Fabien Bonilla et Camille Caloni. 10 santons en cire d'1,30 m chacun. Ils avaient disparu au milieu du XXe siècle. Ces santons, dont certains ont plus de 130 ans, ont été retrouvés récemment dans l'entrepôt du diocèse. Ces personnages étaient abîmés et ont été restaurés grâce à un don, début mars, par une société spécialisée dans la création et la restauration de sculptures. Après plus de 4 mois, ces santons ont fait peau neuve et sont de retour en la cathédrale. Il faut savoir que ces personnages ont été créés en 1888, qui correspond à un événement majeur au sein de la cathédrale de Monaco. Il faut savoir que la cire ainsi que les costumes vieillissent dans le temps. Donc les costumes ont été très détériorés avec l'humidité, des facteurs climatiques extérieurs. Et les cires, quant à elles, avaient beaucoup de casse au niveau des doigts, ce qui est normal puisque la cire est un matériau très fragile. Pendant plus de 4 mois, bergers, bergères, Marie, Joseph, Jésus et les rois mages ont été soignés, guéris et bichonnés. Beaucoup de mains ont été cassées, on a dû les reconstituer, resculpter certains d'entre elles, et notamment le petit Jésus qui avait un bras cassé, d'autres visages étaient fissurés, donc on a dû prendre en charge toutes ces problématiques qui étaient différentes par rapport aux différents personnages. Il y a eu beaucoup d'intervenants, il y a eu les coiffures historiques qui ont été refaites avec des implantations. Nous avons implanté cheveux par cheveux, donc des perruquières sont intervenues également, donc des mouleurs, mais aussi une costumière spécialisée dans les costumes historiques. Après la vérification sur place, ces santons seront rangés dans leur caisse pour être exposés début décembre dans la cathédrale, ce qui n'avait plus été le cas depuis une 50aine d'années. Encore un peu de patience donc pour les observer de plus près. Ce journal touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Pour le refermer, les photos de Manuel Vitali de l'E1 Series. Le championnat surnommé la Formule 1 des mers est de retour en principauté et les qualifications pour la course de demain avaient lieu aujourd'hui. Juste après ces images, la météo de Chrisinda Petit-Omel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Demain, le soleil brillera sans partage sur la principauté. Une journée estivale s'annonce avec un ciel parfaitement dégagé et des températures comprises entre 25 degrés au petit matin jusqu'à 34 degrés dans l'après-midi. De quoi profiter pleinement des plages, des terrasses ou encore d'une balade en bord de mer. Et puis sinon, côté calendrier, nous fêterons les Frédéric, un prénom d'origine germanique qui signifie souverain pacifique. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.